Bonjour, ces petites vidéos ont pour but de rafraîchir votre mémoire sur ce que vous devez savoir à propos des réactions qu'engagent les halogénoalcanes, à savoir les substitutions nucléophiles, tant SN1 que SN2, ou les éliminations avec principalement la E2. Commençons par faire une petite étude de la réactivité des halogénoalcanes avec en particulier les propriétés liées à la liaison carbone-halogène. La première chose que l'on peut dire, c'est que l'élément halogène possède une grande électronégativité. Cela va induire une polarisation permanente de la liaison carbone-halogène. Le carbone devient un site électrophile delta+, l'halogène est un site nucléophile delta-. Cette électrophilie du carbone central explique le fait qu'il soit rendu intéressant pour l'attaque d'un nucléophile extérieur. Mais ce n'est pas la seule propriété. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est qu'un halogène, c'est un atome de grand rayon atomique. Comme nous l'avons souvent remarqué, un atome de grand rayon atomique, c'est avant tout un atome qui est polarisable. Qu'est-ce que ça veut dire que polarisable? Ça veut dire, une fois de plus, que les électrons de valence, qui sont les électrons impliqués dans la liaison carbone-halogène, sont des électrons facilement mis en mouvement, c'est-à-dire que très facilement, cette liaison carbone-halogène va pouvoir être rompue, transformant l'élément X en un ion halogénure qui sera le nucléofuge dans ce mécanisme. Le groupe partant de ce mécanisme, si vous préférez. Si je résume, un centre électrophile carboné qui attire les nucléophiles, l'échange entre les deux parties nucléophiles peut être envisagé, X- joue le rôle de nucléofuge. Autre conséquence de la polarisation de la liaison carbone-halogène, c'est la propagation aux atomes voisins de cet effet électro-attracteur de l'halogène. Si la molécule que j'étudie possède un carbone voisin du carbone fonctionnel, rappelez-vous cette dénomination grâce aux lettres grecques, ici l'élément de référence c'est l'halogène, le carbone accroché à l'halogène c'est le carbone alpha, et le carbone suivant c'est le carbone bêta. Donc c'est bien le carbone bêta qui est le carbone accroché au centre électrophile de mon composé. Si ce carbone bêta possède un hydrogène parmi ses substituants, alors la polarisation, avec la flèche dans le bon sens, va faire apparaître un caractère électropositif sur ce H. Certes, il est électrophile, mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il a aussi des propriétés d'acide au sens de Bronsted, c'est-à-dire qu'une base va pouvoir attaquer ce proton et entraîner le fameux mécanisme d'élimination qui se caractérisera par l'apparition d'un composé avec une double liaison carbone-carbone, un alcène, en même temps que la formation d'une petite molécule qui ici est l'acide et du nucléofuge X- qui leur vaudra ce nom d'élimination. Voilà donc les idées les plus générales qu'il faut rappeler entre le mécanisme d'élimination et le mécanisme de substitution nucléophile. L'intérêt de ces réactions de substitution nucléophile, c'est qu'on peut faire varier assez librement l'élément qui est engagé par le nucléophile et qui va donc venir créer une nouvelle liaison carbone hétéroatome. Dans ce petit tableau, vous allez retrouver les exemples les plus classiques que l'on rencontrera dans les différents problèmes. Bien entendu, axez vos connaissances sur l'importance de la liaison CO ou de la liaison CN qui peut être fabriquée et le nom des fonctions ainsi créées dans les composés. Intéressons-nous maintenant aux substitutions nucléophiles. Vous le savez, il existe deux mécanismes qui permettent d'expliquer cette transformation, deux mécanismes que l'on dit limites. Commençons par le mécanisme SN2. De quoi vous souvenez-vous et que devez-vous savoir parfaitement reproduire pour ce mécanisme? D'abord, la manière dont elle se déroule. Vous devez savoir qu'il s'agit d'une réaction dite bimoléculaire. Ça veut dire que la molécularité de cette réaction est de 2. Au moment de l'étape cinétiquement déterminante, les deux réactifs sont effectivement impliqués. La conséquence, c'est que cette réaction se déroule en une seule étape. On parle d'un mécanisme concerté. Si je rajoute les flèches sur le mécanisme, il s'agit donc de mettre en même temps toutes les flèches nécessaires, que ce soit l'attaque nucléophile sur le carbone delta+, de ce mécanisme, mais aussi bien le départ
de l'ion nucléofuge, libérant le X-. Ces deux flèches sont simultanées. Du point de vue stéréochimique, vous le savez, le nucléophile doit venir attaquer en anti de l'halogène. Vous avez expliqué que c'était une histoire de gène stérique, cela est vrai. Nous avons aussi vu que c'était aussi la manière d'optimiser le recouvrement entre la HO du nucléophile et la BV de l'halogénoalcane. De ce fait, la réaction est donc stéréosélective et stéréospécifique. On obtient un stéréoisomère dont on peut prévoir à l'avance la configuration si on connaît la configuration du réactif utilisé. Puisque cette attaque se fait en dorsale, la stéréospécificité est dite anti pour rappeler cette particularité du mécanisme dans l'espace. Enfin, vous savez que cette réaction bimoléculaire est donc la réaction cinétiquement déterminante qui vérifie la loi cinétique d'ordre 2, c'est-à-dire que V égale K Rx nu-, c'est un ordre usuellement 2. Seule exception à cette règle, si par hasard le nucléophile que vous impliquez dans le mécanisme est à la fois le solvant, alors dans ce cas-là, eh bien, sa concentration va disparaître de la loi de vitesse et on aurait une loi de la forme V égale K apparent Rx, donc un ordre apparent de 1, bien qu'il s'agisse d'une réaction bimoléculaire. Dernier point de connaissance que nous revoyons ensemble concernant ce mécanisme SN2, c'est l'allure du diagramme énergétique qui va avec. Si on trace l'évolution de l'énergie en fonction de la coordonnée de réaction, le mécanisme se déroule en une seule étape, il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel, il y a juste un état de transition dont on sait qu'il est un système complexe, pseudo-pentacoordonné, c'est-à-dire que dans l'état de transition, l'environnement autour du carbone fonctionnel est de type AX5. Ce ne sont pas vraiment 5 liaisons, mais plutôt 3 liaisons et 2 demi-liaisons, soit en formation, soit en rupture, mais un environnement de type AX5 qui permet de mieux rappeler que le tétraèdre fonctionnel va effectivement basculer. Je vous rappelle la propriété qui porte le nom d'inversion de Walden et qui se traduit par la stéréospécificité de ce mécanisme. En ce qui concerne le mécanisme SN1, substitution nucléophile monomoléculaire, c'est une variante dans laquelle l'étape cinétiquement déterminante, l'étape lente, est monomoléculaire. Seul l'halogénoalcane intervient dans cette étape et il n'y a que la rupture de la liaison carbone-halogène qui est impliquée. Et du coup, le mécanisme se déroule en 2 étapes successives. Cette étape numéro 1 conduit donc à la formation d'un intermédiaire réactionnel qui apparaît comme un carbocation qu'on peut aussi appeler un carbénium. C'est la particularité de ce mécanisme. Si la première étape est difficile puisqu'il y a une rupture de liaison, il est évident que la deuxième étape est beaucoup plus facile à mettre en œuvre puisque ce centre, qui est carrément porteur d'une charge entière positive, devient un excellent centre électrophile et que le nucléophile peut beaucoup plus facilement venir attaquer sur la lacune portée par ce carbone. Le vrai intérêt, c'est de bien se rappeler qu'un carbocation a donc un environnement de type AX3. Il est donc plan. Et lorsque le doublet du nucléophile vient à l'attaque, il a l'absolue capacité d'attaquer aussi bien par le haut ou par le bas de ce plan, une attaque équiprobable du nucléophile sur les 2 faces planes du carbone électrophile, et donc on se retrouve dans un système de réaction qui devient totalement non stéréosélectif. Je ne vais pas dire que j'obtiens un mélange racémique, il y a bien une racémisation locale du carbone fonctionnel, mais attention aux composés qui auraient ailleurs dans la structure un autre centre de chiralité, on peut tout à fait obtenir un couple de diastéréoisomères, ne faites pas cette erreur-là. L'étape lente est celle qui permettra de fixer la loi de vitesse. La loi de vitesse est donc de la forme V égale K fois Rx. C'est le seul réactif de l'étape lente. Nous sommes donc sur des réactions qui sont d'ordre 1. Et si j'essaye de tracer le diagramme énergétique, eh bien dans ce cas-là, nous voyons apparaître la position intermédiaire de l'intermédiaire réactionnel, le carbocation, et vous vous rappelez que la stabilité de ce carbocation, via le principe de Hammond, permettra de faire une étude de la réactivité et en particulier du rendement de cette réaction-là.
Je vous renvoie à la notion de contrôle cinétique, qui est le contrôle sous lequel se réalise cette réaction de SN1. Le troisième point très important de cette étude sur les substitutions nucléophiles, c'est d'avoir à choisir sur une éventuelle compétition SN1-SN2 sur lesquelles il faudra fournir des arguments. Deux cas vont se présenter à vous dans les sujets de concours, soit vous avez des informations qui sont fournies, et nous avons donc remarqué les différences portant sur la loi de vitesse ou les différences portant sur la stéréochimie du produit obtenu. Dans ces cas-là, la rédaction de votre réponse doit être précise. Utilisez bien les informations fournies pour les relier aux propriétés de chacun des deux mécanismes et apporter votre conclusion. La vraie difficulté, c'est quand vous n'avez pas une information flagrante qui permet d'amener une réponse, mais qu'il faut que vous analysiez d'abord les propriétés du substrat et ensuite les propriétés des conditions opératoires pour apporter votre propre réponse. Souvenez-vous très bien qu'il y a un ordre de priorité dans les arguments à mettre en place dans la discussion. En premier lieu, on commence par étudier la nature du substrat. En fait, la vraie question à laquelle vous devez répondre, c'est ce substrat pourrait-il amener à un carbocation stable? Si le carbocation stable peut apparaître, alors ce sera un mécanisme de type SN1 à prendre en compte et la formation du carbocation devient prioritaire. Il est évident que cela est le cas si vous partez d'un RX fortement ramifié, dans lequel les effets plus-I des différents substituants pourront jouer un rôle. Mais on vous attend surtout pour le repérage de carbocations qui ne seraient pas fortement ramifiés, mais qui seraient stabilisés grâce à des effets mésomères, et cela peut arriver même sur des carbones extrêmement peu ramifiés. Ils ne vont donc pas tomber dans le panneau, c'est pour ça que je préfère que vous regardiez en mémoire la stabilité du carbocation avant toute chose. Bien sûr, vous aviez appris, et je ne renie pas, que lorsqu'un carbone est très peu ramifié, n'a qu'une ramification carbone-carbone, ou aucune d'ailleurs, eh bien il est évident que il y aura très peu d'encombrement stérique, et cela sera favorable à une réaction de type SN2. Inversement, lorsque le carbone est extrêmement ramifié, il y a de grandes chances que cela soit favorable à un mécanisme de type SN1. Donc en fait, ça n'est drôle et ça ne demande de la réflexion que lorsqu'on est dans le cas d'un carbone portant deux ramifications, un carbone dit secondaire, ne présentant pas d'effet de conjugaison importante. Dans ce cas-là, après avoir étudié le carbone et seulement après avoir commencé, par cette étape-là, eh bien, vous pourrez venir en second, et uniquement en second, regarder l'influence du nucléophile. Vous retenez que le nucléophile n'intervient pas dans un mécanisme SN1 et que si le nucléophile est faible, eh bien cela va favoriser un mécanisme qui ne demande pas au nucléophile d'intervenir dans l'étape cinétiquement déterminante. Inversement, si vous avez un nucléophile fort, c'est-à-dire un nucléophile chargé, et de préférence polarisable, c'est-à-dire plutôt gros, alors vous favoriserez un mécanisme de type SN2. Seulement lorsque ces deux types d'arguments ont été analysés, alors, et en dernier lieu, vous pourrez vous interroger sur la nature du solvant. Rappelez-vous qu'un mécanisme SN1 demande la rupture entre le carbone et l'halogène. Cela fait apparaître un site positif, mais aussi cela génère dans le milieu l'apparition d'un ion halogénure. Et c'est là qu'un solvant protique, un solvant protogène, va être important parce qu'il va venir créer une liaison hydrogène autour de cet anion, une ou plusieurs d'ailleurs, et c'est la stabilisation de cet anion qui, par effet de conséquence, favorisera l'apparition du carbocation dans le milieu. Donc on se rappelle qu'un solvant protogène stabilise particulièrement bien les anions et donc favorise la rupture de la liaison CX. Inversement, on choisira un solvant aprotique mais polaire pour un mécanisme SN2. Rappelez-vous que l'état de transition qu'il faut réussir à atteindre est un état chargé, mais dans lequel la charge est diffuse. Il ne faut donc pas trop choisir un solvant polaire, de la même manière qu'il ne faudrait pas choisir un solvant trop protique. Dans ce cas-là, on risquerait d'avoir une solvatation importante du nucléophile de départ qui, du coup,
perdrait en réactivité. Or, il intervient dans l'étape cinétique.